Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Pour autant, je crois que la gravité de nos débats justifie que l'on répète inlassablement ce qui nous réunit ce soir. Et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitch, que je salue. Le climat se réchauffe, la biodiversité s'effondre à une vitesse effrayante. Les ressources naturelles sont épuisées ou en passe de l'être. Le développement des maladies chroniques dans le monde entier, pathologies cardiovasculaires, cancers, obésité, j'en passe, liées aux conditions de vie, de travail, d'alimentation. Je crois que c'est précisément cet état de fait glaçant qui doit guider nos débats ces prochaines semaines. Pour autant, et en dépit de l'extrême urgence qu'appelle cet état de fait, ce projet de loi ne permet pas à la France de tenir ses engagements. Il n'est pas non plus fidèle aux conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. Le changement climatique est l'affaire du siècle et la France peut relever les défis de cette urgence. Oui, il est possible de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre dans la justice sociale et en améliorant la qualité de vie de tous et toutes. Transformer nos façons de produire, de consommer, d'habiter, de se déplacer est à portée de main. Les solutions existent. Elles appellent des politiques publiques puissantes pour se déployer. Elles supposent du volontarisme, de la cohérence, de la constance. Mais où est la volonté politique quand on pense, comme d'autres, au joker du président de la République ou aux dizaines de filtres brandis pour écarter les propositions les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou les plus en rupture avec la fuite en avant consumériste? Je l'ai dit, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup, mais pas toutes. Malgré la prise de conscience récente de l'urgence climatique, la question du genre est rarement abordée dans les discussions sur le climat. Elle ne l'a pas non plus été dans notre débat jusqu'à présent. Il ne s'agit nullement de chercher dans la biologie les raisons de différences conduites ou de pratiques sociales, mais simplement de reconnaître, comme un énième état de fait, que les effets du changement climatique ont des impacts différents sur les hommes et sur les femmes. D'abord parce que les effets du changement climatique touchent principalement les populations précaires et que les femmes représentent 70% des personnes vivant avec moins de $1 par jour dans le monde. Ensuite, parce que du fait des rapports sociaux de sexe, de stéréotypes sexués, les femmes sont encore en grande partie responsables des tâches ménagères et des soins de famille. L'intégration de la dimension de genre dans nos réflexions sur l'urgence climatique doit permettre d'assurer le succès des mesures que nous votons et d'éviter surtout qu'elles ne reposent de façon disproportionnée sur les femmes. De nombreuses études ont montré que le comportement et la consommation ne sont pas les mêmes en fonction du genre. C'est le cas des déplacements et des moyens de transport utilisés. Par exemple, les femmes ont davantage recours aux transports en commun et à la marche, de consommation d'énergie, le chauffage, la climatisation, de la technologie, encore des habitudes alimentaires. Prenons un exemple rapide. La section Produire et travailler traite de l'accompagnement des salariés et des entreprises dans la transition énergétique. On connaît le potentiel de création d'emplois généré par les grands travaux écologiques. L'ADEME a chiffré le potentiel d'emplois créé à hauteur de 900 000 emplois. À titre d'exemple, la rénovation énergétique des bâtiments crée 15 emplois par million investis. Mais ces métiers sont quasiment non mixtes. Les femmes ne représentent que 15% des employés dans les métiers dits verts. Elles sont aussi peu nombreuses dans les secteurs à fort potentiel verdissant. Elles représentent 10% de la main-d'œuvre dans la construction et 25% dans les transports. Sans politique volontariste et de féminisation de ces emplois, il est fort à parier que les femmes n'en bénéficieront pas. Pour conclure, je voudrais citer quelques mots de ma collègue Delphine Batho qui aurait dû être à ma place ce soir, mais la magie du tourniquet fait que c'est moi ici. Donc je veux saluer l'engagement et le travail sans relâche sur le sujet. Je la cite. Le rôle moteur des femmes dans la transformation écologique doit enfin être reconnu. Il n'est pas lié à une quelconque différence de tempérament ou à une prédisposition qui serait le fait de leur genre, mais à leur expérience concrète de la domination. Exclues du pouvoir, les femmes sont reléguées à tout un ensemble de tâches matérielles qui a paradoxalement construit leur science de la relation à la nature. Et l'expérience commune des femmes de mise à l'écart du pouvoir dans tous les domaines, alors qu'elles sont majoritaires dans la société, les rend plus promptes à vouloir transformer ce pouvoir et à inventer une relation positive de tous, hommes et femmes, au vivant. Je vous remercie. Merci Madame la députée.